Je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire autour de l'AI Act, un sujet qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment et au vu de votre intérêt sur ce webinaire, chacun est en train de s'en rendre compte. Donc l'objectif aujourd'hui de vous proposer ce webinaire, c'était de faire une première lecture, un premier décryptage en surface de ce texte-là avec notre experte donc Magali Germont qui va intervenir sur la majeure partie de ce webinaire. Et puis ensuite, de vous parler de ce que vous propose Digital 113 pour vous accompagner dans cette mise en œuvre de cette réglementation qui arrive à grands pas, voire même qui a déjà démarré. Alors pour démarrer, je voulais dire un petit mot sur Digital 113 puisque vous êtes nombreux à ne pas être adhérents autour de l'écran. Et donc l'idée, c'était quand même aussi de vous rappeler ce qu'est notre structure. Donc Digital 113, nous sommes une association et nous sommes le cluster des entreprises du numérique en région Occitanie. Et on a donc aujourd'hui environ 300 membres et on a pour mission d'accompagner nos adhérents autour de tous les sujets de développement économique que les entreprises vont connaître. Donc ça va passer par plein de sujets différents avec donc en axe majeur les 5 grands points que vous voyez à l'écran autour de l'innovation, autour évidemment du business. Vous accompagner aussi dans tous les sujets autour du financement de vos entreprises, les sujets RH et évidemment vous accompagner à l'international. Ça fait très limitatif la façon dont je le présente, mais il y a beaucoup d'actions. Et si vous avez envie de rejoindre un réseau, de parler, de rencontrer des pairs, de parler des sujets qui vous animent et de comprendre aussi un peu mieux et de pénétrer un peu mieux l'écosystème en Occitanie, évidemment qu'on vous invite à nous contacter pour pouvoir prendre part à l'association. On en sera ravis. Euh, donc, je vais laisser la parole à Magali qui va se présenter. Magali, je n'ai mis que quelques titres parmi tout ce que tu as, mais je te laisse te présenter et puis en plus, après, je ferai défiler ta présentation. Ok, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Magali Germont. Donc, en effet, je suis fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Lumière Conseil. Et moi, ma spécialité, c'est l'IA de confiance. Alors, je suis mathématicienne, data scientist de formation et à l'origine, pendant 15 à 20 ans, j'ai travaillé sur des projets d'intelligence artificielle. J'ai dirigé pas mal de projets autour de modèles d'IA. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que je m'intéresse particulièrement à la vision éthique et réglementaire pour pouvoir en effet accompagner les entreprises, déjà d'un point de vue réglementaire, et ben, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, à mieux comprendre la réglementation de l'AI Act et les conséquences pour les entreprises, mais aussi les conséquences pour les citoyens et les citoyennes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir apporter décryptage, formation, mais aussi bonnes pratiques, charte éthique, etc., etc. Voilà. Je suis aussi la vice-présidente au numérique, responsable durable, éthique, RSE pour Digital 113. Donc, toutes ces thématiques aussi, hein, vraiment d'impact, on va dire, du numérique, aussi bien pour la planète que pour l'humain, sont des sujets qui me touchent particulièrement. Et puis, j'ai une autre casquette autour de la mixité, puisque je suis aussi la déléguée régionale du programme Nova InTech pour Numéum. Voilà. Donc, toutes ces casquettes, en fait, m'amènent aujourd'hui à vraiment décrypter ce règlement européen, parce que parmi toutes ces casquettes, en fait, il va avoir un impact sur chacune d'entre elles. Aussi bien l'impact discrimination et mixité que je vais défendre, l'impact éthique d'un point de vue général, l'impact écologique, etc. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors déjà, pour ceux qui verraient si vous regardez un petit peu tous les posts LinkedIn, tout ce qui se dit dans la presse, etc., vous allez voir d'un côté AI Act et puis de l'autre côté RIA. C'est exactement la même chose, hein. On parle bien du même règlement européen, hein, qui est le règlement sur l'intelligence artificielle, d'où RIA, mais son nom d'origine, c'est l'AI Act. Donc, on parle bien, en effet, du même règlement. Alors,
On avait déjà fait un premier webinaire l'été dernier, j'en parle parce qu'il existe un replay, où justement, bah, c'était l'amorce et l'arrivée de ce règlement européen. Donc, on avait déjà essayé de décrypter, de vous expliquer le pourquoi du comment, le contexte, etc. Je pense que tu peux passer la slide. Voilà. Aujourd'hui, on est plus de 6 mois après. Et en effet, donc si vous avez bien suivi, ce règlement européen, il est entré en vigueur le 1er août 2024, c'est-à-dire avant-hier. Il est déjà là. Par contre, sa mise en application, il y a un calendrier d'application sur 3 années. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais il y a déjà des choses qui se sont produites. C'est pour ça qu'il est important de bien l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce que c'est que ce règlement européen? Ce règlement européen, son objectif, c'est vraiment de vous permettre à vous, j'ai envie de dire citoyens et citoyennes, parce que c'est aussi bien pour le citoyen et la citoyenne lambda que pour, évidemment, les entreprises, et les entreprises sont extrêmement touchées par ce règlement, c'est de pouvoir garantir que les développements et l'utilisation de produits ou de production de l'intelligence artificielle, donc ça déjà, cette première notion, respecte les droits fondamentaux de la population, mais aussi les valeurs européennes et les exigences de sécurité. Alors, c'est déjà entre l'été dernier donc, et le mois de février donc, de cette année 2025, vous allez voir, il y a des petites précisions sur les définitions. C'est pour ça aussi, c'est l'objectif de ce webinaire. Donc, si vous avez bien vu, on parlait jusqu'à présent de droits fondamentaux, c'était assez large ou peut-être pas assez précis. Là, on précise vraiment que ce qui est important, c'est évidemment les valeurs européennes, mais aussi la sécurité. Et donc, du coup, c'est un règlement qui est fondé sur les usages des systèmes d'intelligence artificielle et un règlement qui est basé sur les risques. Donc, l'idée, c'est apporter à ses utilisateurs, à ses clients, un cadre de confiance. Et ça, c'est important. C'est quoi la confiance? La confiance, c'est de dire, je te rassure, ce que tu vas utiliser, le modèle, l'intelligence artificielle sur lequel est basée ma solution, ma fonctionnalité, mon produit, a été encadré, a été maîtrisé et donc il y a une certaine confiance et je t'apporte ces éléments de confiance. Vas-y, tu peux. Alors, on se pose toujours la question, ouais, non, mais je suis pas concernée, ou si, ou un peu, ou la réalité, c'est que si. Alors, il y a tout un tas de petites vidéos, si vous les avez vues, c'est Christophe Saint-Pierre qui les a faites, donc vous pouvez aller regarder sur les replays Digital 113, mais même sur le profil LinkedIn. Vous allez voir, Christophe répond en 2 minutes à chacune de ces questions. Est-ce que je suis concernée si je fais peu d'IA? Eh bien oui. Est-ce que je suis concernée si j'utilise l'IA mais que je n'en fabrique pas? Eh bien oui. Est-ce que je suis concernée si j'ai des experts IA dans mon équipe? Ah ben encore plus. Et est-ce que je suis concernée si je suis en phase de réflexion, donc je n'y suis pas encore, pour intégrer de l'IA dans ma solution, dans mon produit, mais même dans mon organisation? En fait, à toutes ces questions, les réponses sont oui. Parce que le règlement AI Act, il est vraiment basé sur toutes les parties prenantes de l'intelligence artificielle. Toutes les parties prenantes au sein d'un projet d'intelligence artificielle, mais même à grande valeur. Donc, quand on parle de parties prenantes, et c'est là où il faut faire très attention, et on le verra après, c'est que si en plus votre système d'intelligence artificielle a été qualifié de haut risque, eh bien, que vous soyez fournisseur, déployeur, mandataire, importateur, pardon, distributeur, développeur, enfin, toute cette chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, eh bien, vous avez des obligations. Voilà. C'est un peu moins le cas en fonction donc, du niveau de risque, mais forcément, en fait, si vous pensez, imaginez intégrer l'IA dans votre entreprise, vous êtes forcément l'un de ces profils. Donc, du coup, oui, vous êtes forcément concerné. Le texte d'origine, c'est toujours le cas aujourd'hui, rappeler aussi ce contexte de à partir du moment où je suis dans le périmètre de l'Union européenne, ça c'est la même chose que pour le RGPD, hein, à partir du moment où, à un moment donné, le SIA ou le modèle d'intelligence artificielle va être utilisé ou déployé ou distribué sur le territoire européen, on est soumis à la réglementation. Alors,
Ben, pourquoi je dois m'y intéresser? Alors là, c'est quelques axes, hein, mais pourquoi je dois m'y intéresser? Il y a encore tout un tas d'autres raisons. Mais d'abord, c'est parce que ben, si j'ai déjà des systèmes d'IA en place chez moi, ou si j'ai l'idée d'en développer des nouveaux, ben, déjà, c'est savoir mieux les maîtriser et puis ben, comprendre justement en quoi ce règlement m'impacte et qu'est-ce que je dois mettre en place. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Donc, il est vrai que si je ne me suis pas intéressée, bah, j'ai quand même un enjeu. Et ça va directement avec le deuxième point, c'est un enjeu déjà de réputation de mon entreprise. Parce que très rapidement, les SIA peuvent avoir en effet un certain niveau de risque plus ou moins gravissime avec, et porter un certain nombre de préjudices. Et donc, ben, forcément, c'est directement lié à la réputation de son entreprise et de sa société. Et puis l'idée aussi, quoi qu'il en soit, c'est que ce règlement européen, il pose un cadre, je viens de dire, de culture générale et de vernis. Tout le monde aujourd'hui, mais toutes les parties prenantes, hein, comme ça a été dit, mais finalement, pour ça que je parle à grande échelle, tous les citoyens et citoyennes doivent mieux comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'un système du coup d'intelligence artificielle, parce que une fois que je l'ai compris, je peux mettre en place des actions pour mieux l'encadrer. Et c'est vrai que si je ne comprends pas, ben, c'est toujours pareil, je ne peux pas maîtriser quelque chose dont je n'ai pas la totale compréhension, mais que je n'ai juste la connaissance, enfin, ou je sais que ça existe, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas compris. Hein, c'est comme l'enseignement, si j'ai pas compris les concepts, je ne peux pas les enseigner. Hein, ça, c'est, voilà. Je ne peux pas juste donner une définition si j'ai pas compris la définition. Ben là, c'est exactement pareil. Et puis, ben, comme l'IA aujourd'hui a un impact sur votre stratégie de gouvernance d'entreprise, bah évidemment, mieux comprendre le règlement européen, c'est aussi l'anticiper, le mettre en place dans sa gouvernance. Et donc forcément, ben, ça apporte une certaine performance. Alors il y a aussi un ROI méthodologique qui est hyper important. Parce que d'un point de vue extérieur, c'est toujours un petit peu on va dire, contraignant la réglementation. Alors, on a toujours ce mot, réglementation égale contrainte. La réalité et la réalité de ce règlement européen, c'est que comme il est opérationnel, puisque basé sur l'usage, hein, alors, et pas que sur des règles, on va dire, juridiques, eh ben, du coup, ça va vous permettre de mettre en place une méthodologie globale d'entreprise et à terme, en fait, c'est un gain méthodologique énormissime. Donc, c'est vrai qu'on ne le voit pas tout de suite, mais à terme, c'est un vrai gain de process d'entreprise. Et puis, ça aussi, c'est pas négligeable, c'est que s'intéresser à la réglementation européenne, c'est aussi un coût de R&D bien mieux maîtrisé. Parce que, on va pas se cacher, l'intelligence artificielle, ça coûte cher. Ok. Donc, pour maîtriser ce coût de recherche et développement, et puis la R&D, on ne sait jamais où ça va. Hein. On ne sait jamais si, à terme, c'est industrialisable, si c'est un succès, etc., etc. Donc, c'était déjà le cas avec le big data. Il y a eu énormément de projets big data qui ont coûté très, très cher et finalement, bah, qui ont été mal maîtrisés. Là, l'idée, avec ce cadre, c'est aussi, bah, voilà, de maîtriser son coût. Et puis, ben, du coup, de maîtriser et d'encadrer son innovation. Et c'est quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une valeur ajoutée, même bah, pour vos projets, pour répondre à des appels à projets, pour des levées de fonds, c'est vraiment une thématique et un axe aujourd'hui sur lequel vous allez être obligé de travailler. Et puis, ben, on va le dire, puisque ça rentre en vigueur et que les autorités de contrôle, comme on le verra, elles vont être définies cet été, donc l'été qui arrive, là, hein, on est à quelques mois, eh bien oui, ça peut vous éviter une grosse amende. Alors, l'IA de confiance, je crois que là, il doit y avoir voilà, un reste d'animation. Merci Mathilde. L'IA de Magali, confiance, pourquoi? Oui. Magali, est-ce qu'on peut poser des questions, pardon, au fil de l'eau ou on attend la fin?
Ah, bah, on peut éventuellement, mais peut-être que je vais y répondre d'ici la fin. Alors, mais C'était bon. par rapport aux amendes que vous avez soulevées. Qui contrôle? Quel est le montant des pénalités encourues? Ouais, ouais, alors là, on va jusqu'à 7% du chiffre d'affaires. Donc, ça peut être très, 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 très cher. Et justement, alors ça, on va en parler après. Justement, qui D'accord. contrôle? Eh ben, c'est les autorités qui seront mises en place. Aujourd'hui, il y a tout un travail par l'Union européenne et la Commission européenne pour mettre en place. C'est exactement la même chose que le RGPD. Le RGPD, il a mis du temps. Il s'est structuré entre 2016 et 2018. Et en 2018, on a dit, bah voilà, là maintenant, bah, c'est normalement, vous devez tous être RGPD conformes. Hein, c'était, il me semble, le 24 mai 2018. Évidemment, personne ne l'était. Et puis, il faut que, et puis, la CNIL est la personne référente qui vient et qui vous met les amendes. Ben, c'est un petit peu la même manière. Là, le bureau est en train, en fait, ils sont en train vraiment de clarifier et de mettre en place toute cette autorité de contrôle qui rentrera vraiment dans ses fonctions à partir de cet été. Voilà. Et ce ne sera pas forcément la CNIL. Voilà. On Ok, parle merci. de bureau de l'intelligence artificielle, mais ce ne sera pas forcément la CNIL. Alors, la confiance, pourquoi? Bon, là, un peu dit, hein, mais donc on va passer rapidement, mais bon, bah, rassurer ses utilisateurs et apporter des éléments d'explication. Vous allez entendre parler beaucoup d'explicabilité de l'algorithme et des modèles d'intelligence artificielle. Donc, c'est là où aussi, c'est toutes les parties prenantes, c'est que c'est pas uniquement de la documentation ou on va dire deux, trois pages qui vont expliquer rapidement le modèle d'IA, le SIA. Il y a aussi un gros travail de toutes les équipes de développement qui doivent apporter en fait des preuves, un certain nombre de preuves de quels tests ils ont effectués pour justement apporter un certain niveau d'explication de comment l'algorithme a pris sa décision, pour mieux comprendre les résultats de l'algorithme, pour mieux du coup les exploiter derrière, etc., etc. Donc il y a vraiment tous ces éléments qui demain devront être présentés. Et puis, ben, c'est aussi des éléments de transparence. Bon, ça se rejoint un peu explicabilité et transparence, mais transparence, c'est aussi transparence globale, c'est-à-dire il y a plus d'effets, on va dire, d'effets boîte noire de je commande un système qui, par magie, doit faire ça. Ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, on doit avoir la maîtrise de si j'ai commandé un modèle d'IA qui doit répondre à des questions, qui doit générer des choses, eh bien, il faut que je sache comment il a été développé et puis il faut que je puisse expliquer à mes utilisateurs ben, justement toute cette chaîne de production, comment ça a été fait, pourquoi, quelles règles ont été établies, quels tests ont été effectués, etc. Donc, il y a une vraie... Et la transparence amène du coup à la confiance. Alors, la suite, Mathilde. Ah oui, alors, l'approche IACT. On a parlé en effet du RGPD, hein, le Règlement général de protection des données, hein, et données personnelles. Donc, le RGPD, lui, c'était vraiment une approche basée réglementaire sur la data. L'IACT, je l'ai déjà évoqué, déjà, c'est pas une entrée data, c'est une entrée usage, ce qui est un petit peu différent. Parce que l'entrée usage, bah oui, comme on l'a vu un petit peu dans dans la nouvelle, enfin, l'explication de la définition qui a été présentée avant, c'est ça peut être la manière dont je vais utiliser un produit, dont je vais développer une fonctionnalité. C'est vraiment voilà, déjà, c'est pas que la donnée en soi, c'est vraiment l'usage qui va en être fait et le contexte de l'usage. C'est pour ça qu'on parle, entre autres, d'une approche par le risque. C'est-à-dire que l'idée de la Commission européenne a été de dire on va évaluer l'usage qui est fait, donc le contexte d'un système d'intelligence artificielle et quelle population y touche, de quelle manière, comment. Et en fonction de cet usage, et surtout, quel préjudice il va y avoir, en fait, peut être encouru par ce système d'intelligence artificielle. On l'a vu tout à l'heure, il est censé respecter donc, les droits fondamentaux, il est censé respecter les valeurs de l'Union européenne, il est censé respecter aussi un certain niveau de sécurité. Si l'un de ces trois axes n'est pas respecté,
c'est qu'il y a, bah déjà, il y a préjudice, et en plus, il peut y avoir gravité de préjudice. Il y a des préjudices qui sont plus ou moins gravissimes. Bah, l'approche IACT, c'est un peu ça là, c'est de dire, voilà, j'évalue le niveau de risque, en fait, de mon système d'IA. Alors, ils sont partis sur 4 niveaux de risque. Et puis, c'est surtout, j'évalue donc, en effet, quel est vraiment son impact par rapport aux 3 axes que je viens d'énoncer. Alors, il y a les 2 premiers, risque minimum, faible risque. Ils sont quand même importants parce que quoi qu'il en soit, en face, même si, alors surtout pour le risque minimum, il n'y a pas vraiment d'obligation de mettre en place des choses, mais il y a toujours quand même cette notion qu'on verra juste après de transparence et de confiance. Donc, on doit quand même mettre en place ce qu'on appelle un guide de bonne pratique d'utilisation de son système d'intelligence artificielle. La grosse majorité, hein, quand même, des systèmes d'IA qui vont commencer à toucher le RH, donc tout ce qui va être RH, tout ce qui va être la formation, l'éducation, tout ce qui va être rattaché à la fonction publique, enfin la santé, la justice, c'est à haut risque. Et là, c'est vrai que les SIA à haut risque, bah, en face, il y a cette grande catégorie d'obligations pour être conforme et d'exigences auxquelles les entreprises devront se conforter. Et puis, il y a le risque absolument inacceptable. Alors aujourd'hui, on en parle et on en parle d'autant plus que la raison, entre autres, de ce webinaire, c'est de dire que cette catégorie-là, elle est déjà rentrée en vigueur. Alors, dans le calendrier, en fait, la Commission européenne est partie un petit peu, on va dire, du haut et descend vers le bas. Elle a laissé un peu de temps aux entreprises de se retourner et de mettre en place justement ces actions de conformité à IACT pour tout ce qui va être au risque, donc la grande majorité des entreprises, et puis faible et risque minimum. Par contre, le risque inacceptable, ça y est, hein, on verra après, mais depuis début février, c'est devenu interdit. Donc, si vous avez un système d'IA qui est évalué risque inacceptable, aujourd'hui, sur le territoire européen, il est absolument interdit. On peut passer à la suite, s'il te plaît. Alors, le calendrier d'application, en effet, donc c'est ce que je viens de dire. La date, c'était le 2 février 2025. Donc, à la question, suis-je en retard sur mon intérêt pour le RIA? La réponse est oui. Si vous commencez que maintenant, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est toujours pareil, hein. L'important, c'est que vous soyez là et présent aujourd'hui et que vous écoutiez attentivement. Donc oui, il y a une entrée en application pour tout ce qui est en effet donc système d'intelligence artificielle à risque inacceptable, interdit sur le territoire. Ça y est, c'était depuis le 2 février. On peut passer à la suite. Alors, le 2 février, il y a eu d'autres choses en fait qui se sont précisées. Non seulement il y a eu en effet cette interdiction des SIA comme risque inacceptable, mais entre l'été dernier et aujourd'hui, un petit peu aussi comme déjà la présentation de la raison d'être de ce règlement européen, il y a des précisions sur les définitions, puisqu'on entend SIA, donc système d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela signifie? Même si la définition était déjà assez complète l'été dernier, il y a eu quand même besoin de clarifier pour comprendre vraiment le contexte et le périmètre d'un système de ce qu'on appelle système d'intelligence artificielle. Donc déjà, il y a une précision sur cette définition. Ensuite, il y a eu cet axe fort qui justement va rejoindre, quoi qu'il en soit, les risques faibles et minimums, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'intelligence artificielle. Alors, on va le développer juste après, donc on va en reparler. Alors, la définition du système d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Alors,
c'est un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie. Donc, c'est-à-dire déjà, il y a un certain niveau autonomie. L'autonomie, ça nous rappelle un petit peu ce concept d'apprentissage, de machine learning. J'apprends avec des nouvelles données, donc, ou ça rappelle aussi le concept d'automatisation. Il doit faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement. Ça, attention, cette partie-là, elle n'est pas obligatoire, elle est nécessaire mais pas suffisante. Enfin, c'est plutôt, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des entrées qu'il reçoit la manière de générer des sorties, telles que des prédictions du contenu, des recommandations et des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Alors, dit comme ça, c'est un peu, il y a beaucoup, beaucoup de notions. Donc, on va passer juste après pour le décryptage de ces notions. En fait, si on décortique cette définition, on se rend compte on peut l'évaluer en 7 critères. Alors, ce qui est important aussi à savoir sur cette définition, c'est que la Commission européenne s'est harmonisée avec la définition de l'OCDE. L'idée là, c'est vraiment d'avoir une vision internationale et une vision vraiment très globale pour ne pas que chacun ait sa définition un peu du système d'intelligence artificielle et pour essayer d'être le plus lisible et compréhensible possible. Alors, on l'a vu, si on décrypte 7 critères, déjà, je suis donc un système automatisé. Donc, derrière, j'ai un automate, ça veut dire c'est bien basé sur des composants matériels, des composants logiciels et qui vont permettre l'exécution d'opérations informatiques. C'est-à-dire que si c'est uniquement un automate, enfin, s'il n'y a pas d'automatisation, si c'est complètement à la main de l'humain, ça, c'est pas un SIA. On l'a vu tout à l'heure, il y a un certain niveau d'autonomie. Le degré peut être plus ou moins haut. C'est pas le degré d'autonomie qui est important. C'est pas, on ne dit pas il est complètement autonome, donc ça c'est un SIA. Oh, il l'est à peine. Il y a juste une toute petite phase d'apprentissage, donc non. Je considère que le degré d'autonomie il est minimal. Non, il n'y a pas de niveau. C'est quel que soit le degré d'autonomie, ça rentre dans la définition du SIA. L'adaptabilité, donc après déploiement, j'ai dit, ce critère-là, il n'est pas obligatoire parce que tous les SIA n'ont pas forcément cette performance. Ça a été rajouté pas mal pour l'IA générative. Mais comme la définition du SIA, c'est pas que l'IA générative, c'est pas obligatoire. Donc, c'est pas parce que non, c'est bon, je n'ai pas d'adaptabilité après déploiement, je ne suis pas un SIA. Non, c'est pas ça. OK? Ça, c'est en plus. Ce qui est important aussi, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important, c'est ces fameux objectifs explicites et implicites. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que quand on développe un système d'intelligence artificielle, il est créé avec une finalité et un contexte. OK? Donc, il doit finalement répondre et atteindre des objectifs qui ont été définis. Ces objectifs, déjà, ils sont définis de manière très claire, de manière explicite, par le développeur. Le développeur, le data scientist qui développe le modèle d'intelligence artificielle, il met en place des règles. Donc, il y a le respect de ces règles. Et puis, il y a aussi des objectifs de contexte, c'est-à-dire une fois que mon modèle finalement il a été développé, alors par exemple mon modèle il doit reconnaître la reconnaissance d'image. Ça, le data scientist il va développer un modèle d'IA de reconnaissance d'image dans un contexte particulier. Et puis après il y a la manière dont je vais prendre ce modèle d'IA qui permet de reconnaître des images et de le contextualiser. Et là, en fait, c'est les conséquences. Donc là, c'est ce qu'on va dire que c'est des objectifs implicites, mais ça doit quand même être délimité. OK ? Pour, évidemment, ne pas qu'il y ait d'utilisation qui amène à un préjudice. On en revient, donc des utilisations néfastes de résultats de systèmes d'IA.
Il y a ensuite cette capacité, en effet, d'inférence. C'est-à-dire, il va pouvoir générer, c'est tout ce processus de génération de résultats tels que, bah oui, alors on le voit après, mais tels que des prédictions, des recommandations, du contenu, de la décision automatisée. Donc, tout ça, ça donne en fait un cadre pour se dire, ah oui, alors attendez, qu'est-ce que moi, ma fonctionnalité ou mon produit fait? Et bah, si à partir du moment où il utilise un algorithme de machine learning, eh ben, il est soumis à la réglementation sur l'intelligence artificielle. S'il génère des sorties, il est soumis à la réglementation sur l'intelligence artificielle. Et puis, le dernier axe, c'est l'influence sur l'environnement. C'est de dire qu'en fait, les SIA aujourd'hui, ils ne sont pas passifs. C'est vraiment pour essayer de faire une opposition entre une automatisation, par exemple, ce qui ne serait pas un SIA. Vous allez vite comprendre. On va dire, à partir du moment où c'est automatisé, c'est un SIA. Non, une macro VBA Excel, voilà, c'est un truc automatisé à l'ancienne. Bah ça, en soi, c'est pas un système d'intelligence artificielle. Là, donc, c'est pour ça qu'au départ, on parlait beaucoup d'automatisation et ça a créé pas mal de confusion dans qu'est-ce qu'un SIA. C'est pour ça qu'il y a du coup aujourd'hui cette description un petit peu plus claire. Enfin, j'espère que j'aurai été claire sur les critères de qu'est-ce qu'un système d'intelligence artificielle. Mais bon, au final, que l'on parle d'un système embarqué dans une voiture autonome, que l'on parle de recommandations lambda, que l'on parle de chatbot conversationnel, de génération d'images, de tout ce qui va être détection de fraude en temps réel, de tout ce qui va être validation de prêt, de tout ce qui va... Voilà, alors, tout ça, c'est un SIA. Alors, la maîtrise de l'IA, ce fameux article 4, alors ça, c'est hyper important parce que c'est souvent compris simplement comme oh bah c'est juste aujourd'hui l'Union européenne nous demande de former tout le monde. Voilà, c'est souvent traduit comme de la formation. Ça en fait partie, mais attention, c'est pas que ça. Alors, si on lit bien la définition, c'est que les fournisseurs et les déployeurs de SIA, publics ou privés, prennent des mesures pour assurer un niveau suffisant de connaissance. Donc, ce n'est pas que de la formation, c'est aussi de la compétence à leur personnel et autres personnes chargées du fonctionnement et de l'utilisation du système d'intelligence artificielle. Donc, en fait, oui, il y a la partie je dois former à l'IA mes collaborateurs et mes collaboratrices, mais surtout, je dois m'assurer que toutes les personnes qui sont partie prenante en effet de cette chaîne de valeur du système d'intelligence artificielle a les compétences, la connaissance et les responsabilités nécessaires et suffisantes pour pouvoir encadrer le système d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, ça signifie qu'il va falloir mettre en place des guides d'utilisation de son SIA, des guides aussi d'explication. Donc, il y a celui qui fait vivre en fait le SIA. Donc, il doit avoir un niveau suffisant de connaissance de comment fonctionne l'algorithme pour pouvoir vérifier que dans le temps, les réponses sont toujours correctes, la robustesse du modèle, qu'on est toujours dans de la fiabilité, etc. Mais aussi que l'environnement dans lequel les données sont exploitées, la finalité est respectée. Donc ça va être un guide de compréhension de l'algorithme, de fonctionnement, un guide d'utilisation, donc ça c'est pour l'utilisateur, qui comprenne bien en fait le contexte des réponses, qui comprenne bien peut-être que j'ai généré un texte, un compte-rendu de réunion, attention, ce compte-rendu, il est fiable à 70%. Donc, je vous conseille de relire le compte-rendu généré par l'IA parce que on n'est pas sûr, il reste 30% potentiellement d'erreurs. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, au-delà de la formation pure et dure, c'est aussi ce côté information et ça va vraiment bien au-delà de simplement dire c'est bon, j'ai mis en place là tout un tas de formations dans mon entreprise. Allez, article 4, c'est bon. Non, c'est pas suffisant. Attention. La suite.
Alors, ce qui est interdit aujourd'hui, bon, là, on est dans tout ce qui semble un petit peu évident de notre côté éthique personnelle, hein. Donc, rien n'a changé hein, sur les pratiques interdites entre l'été dernier et aujourd'hui, hein. On est toujours sur bah, tout ce qui va être manipulation des comportements et des esprits, tout ce qui va être exploitation des vulnérabilités. Donc, et ça, attention, ça peut être en fait bah, des jeunes, hein, ça peut être des systèmes d'IA qui sont mis entre les mains de publics jeunes, de publics un petit peu sensibles et qui vont être un petit peu dans la naïveté de la compréhension de ce que c'est. C'est pour ça que très rapidement, il faut faire attention, mais ça peut être, on peut, sans s'en rendre compte, avoir un risque très très fort dans le produit qu'on propose. Évidemment, on n'a pas le droit d'évaluer ou de classer les personnes selon leur comportement social, selon leurs caractéristiques personnelles, raciales, etc. Évidemment, pas de discrimination sociale. Il ne faut pas aussi évaluer la fiabilité des personnes. Donc, et là, pareil. Alors, je pense que ça, celle-là est l'analyse des émotions. Tout ce qui va être profilage en fonction des traits de personnalité, des caractéristiques et l'analyse des émotions, ça, c'est interdit sur le lieu de travail. Alors, je mets un gros attention à cette information-là parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui ont développé des systèmes d'IA, souvent pour les services de ressources humaines dans le recrutement, avec des super modules justement de je vais analyser en live l'émotion entre guillemets hein, de la personne qui est en recrutement, qui est en entretien. Eh bien, ces briques-là d'analyse d'émotion aujourd'hui, elles sont interdites. Interdites. Donc, faites très attention parce que peut-être que inconsciemment, sans le savoir, vous avez déjà trouvé un outil qui peut être en effet très puissant pour le recrutement, mais aujourd'hui, peut-être que cet axe-là, cette fonctionnalité-là, il faut la désactiver parce qu'elle est interdite. Voilà. Après, il y a tout ce qui est toujours aussi l'identification biométrique en temps réel, hein. On ne peut pas, dans les espaces publics, en temps réel, pouvoir faire de l'identification biométrique ainsi que de la reconnaissance faciale sur Internet. Alors, la suite, il y a plein d'animations. La suite, c'est quoi? Alors là, on l'a vu. 2 février, c'était risque inacceptable. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, c'est interdit. 2 août, 2 août, c'est demain, hein, c'est demain, mais c'est demain là, hein. 2 août, eh bien, l'encadrement des modèles d'intelligence artificielle à usage général et deviennent donc rentrent en vigueur sur notre territoire. Donc ça signifie que tout ce qui va être entre autres les chatbots et compagnie, ils sont soumis à la réglementation dès le 2 août 2025. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y va y avoir la désignation des autorités compétentes et puis ces autorités vont commencer à vérifier ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire la maîtrise de l'IA, apporter un certain nombre de transparence sur son système d'intelligence artificielle. Voilà. Tout ça, ça rentre en vigueur le 2 août 2025. L'étape d'après, la mise en application, ça va être 2026. Alors là, on sera vraiment sur les SIA à haut risque. Alors, si vous vous dites, oh là là, mais ça va, j'ai le temps, 2026, très sincèrement, on l'a vu, hein, on est déjà le 2 août 2025. Le dernier webinaire qu'on a fait, c'était, je crois, d'ailleurs en août 2024. C'était hier. Et 2 août 2025, c'est demain. Alors, autant vous dire que 2 août 2026, c'est après-demain. Et que déjà, si le RGPD, ça vous a semblé lourd ou complexe à mettre en œuvre, autant anticiper l'AI Act et s'y mettre de suite parce que les conséquences, par contre, financières, elles sont d'abord beaucoup plus importantes, en effet, si déjà vous êtes dans l'illégalité, mais surtout,
surtout, c'est que la mise en place après de process, une fois qu'un modèle d'IA, qu'un SIA, il est industrialisé, revenir dessus, eh ben, c'est extrêmement énergivore et ça prend beaucoup de temps. Donc, je vous conseille plutôt de l'anticiper. L'ensemble des obligations, ce sera 2027. Voilà. Donc, bon, voilà, nous sommes en 2025. 2027, voilà. 2026, c'est demain, mais 2027, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment après-demain aussi. Alors, je reviens sur cette notion de bac à sable réglementaire, parce que c'est pareil, depuis l'été dernier, il y a eu beaucoup de réactions par rapport aux PME, entre autres, qui disent, oui, mais attendez, d'un côté, vous nous demandez d'être innovant, de mettre de l'intelligence artificielle partout, et de l'autre côté, comment faire avec ce cadre extrêmement rigide? Alors, la réglementation n'est pas rigide, mais ce bac à sable réglementaire, il est en fait là pour aider les entreprises à innover dans un contexte qui est finalement contrôlé. Okay, donc, chaque région va mettre en place des espaces pour leurs PME pour qu'ils puissent, en conditions réelles, tester leurs algorithmes, leurs produits, leurs services avec une souplesse, c'est-à-dire on ne va pas leur demander de mettre en place l'ensemble des obligations prévues par le règlement parce que c'est un espace de R&D. Attention, tant que ça reste de la R&D, on n'est pas soumis aux règles du RIA. Mais dès que ça sort de la R&D, dès que c'est mis en industrialisation, ça y est, on y est soumis. Donc, d'un côté, ça vous permet de tester, hein, sans avoir en plus à investir dans ces espaces qui peuvent coûter très cher en R&D. Donc, il y a il y a une aide finalement économique. Ça permet d'évaluer les risques. Ça permet d'anticiper et de s'adapter en effet à la réglementation. Et ça favorise en effet du coup l'innovation. Nous arrivons à la fin. La transparence des SIA, on en a parlé rapidement, mais en effet, aujourd'hui, il y a vraiment, là, vous êtes dans une obligation, et à partir de cet été, c'est contrôlé, une obligation de transparence. C'est-à-dire, si les réponses, le produit est issu, donc comme les chatbots hein, et les outils génératifs, hein, tout ce qui va être génération d'images, de contenu, de vidéos, etc., si c'est issu d'un système d'intelligence artificielle, on doit absolument signaler que ce contenu et produit est issu d'une IA. Voilà. Aujourd'hui, on doit absolument apporter cette information. Et alors ça peut être tout simplement, c'est important aussi de comprendre ça, c'est si j'utilise un outil justement de retranscription de réunions, etc. Donc il y a une automatisation. Il faut pour être en capacité de dire, surtout si vous l'utilisez tel quel et que vous le transmettez par mail à la terre entière, attention, ce résumé a été effectué par une intelligence artificielle. Alors, Voilà, alors, oui, Benjamin, je vais laisser la main à Mathilde, mais en fait, pour bien que vous compreniez tout ce que j'ai dit là, l'objectif en fait du parcours SIA de Digital 113, c'est de dire que quel que soit le profil que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, Digital 113 vous propose un module qui sera adapté à votre profil et qui vous aidera à acquérir justement ce niveau d'information, de compréhension, de culture générale et surtout ce premier niveau pour pouvoir imaginer votre gouvernance de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Et maintenant, je laisse la place à Mathilde. Merci tout le monde. donc, du coup, comme l'a dit Magali, quand on a pris acte de toute cette réglementation et on s'est bien posé la question enfin, on a fait une ingénierie bien particulière pour vous proposer de vous accompagner dans votre transformation liée à l'AI Act. Et étant donné que vous n'êtes tous pas du tout au même stade, il y a plein d'entrées différentes afin de ne pas perdre votre temps et surtout de créer un parcours qui est vraiment adapté à votre situation. Alors, je vais juste prendre un tout petit peu de temps pour vous montrer, pour vous expliquer ce logigramme, si je peux l'appeler comme ça. Euh,
on va dire, on va avoir plusieurs entrées. Ah oui, aussi vous dire, on a pensé ces modules pour qu'ils soient courts et le plus opérationnels possible. Donc, ils font entre 4 et 8 heures chacun pour que vous puissiez vraiment prendre le temps de construire, que ce soit en groupe ou en individuel. Alors, sur la première entrée qu'on a appelée SIA Acculturation, l'idée, c'est de voir, revoir les fondamentaux de l'IA, définir ce qu'est un SIA, mieux connaître le périmètre, donc aller bien plus en profondeur que ce que vient d'expliquer Magali. Et là, on est sur un public vraiment très large. Il n'y a pas de prérequis, on est vraiment sur un premier niveau d'entrée autour de l'IA et des systèmes d'intelligence artificielle. Peut-être que vous n'en avez pas besoin, peut-être que certains de vos collaborateurs en ont besoin. Si pour vous, vous vous sentez à l'aise par rapport à ce niveau d'acculturation, on peut passer directement sur une entrée de cartographie, puisque aujourd'hui, on l'a bien compris, le gros enjeu, c'est d'identifier, de cartographier les SIA que vous pouvez avoir en interne dans votre entreprise et d'être accompagné pour évaluer ce niveau de risque. Et donc là, on est sur un module qui est bien plus court, qui fait une demi-journée. Pareil, où là, bah, toutes les directions peuvent être concernées. Il y a tout de même le prérequis bah, de connaître l'IA ou avoir des notions de data science, parce que sinon, vous allez être perdu sur cette formation-là. Et si vous avez déjà une cartographie de vos SIA, hein, vous pouvez être à ce stade-là aussi de vos actions. On peut rentrer directement parce qu'on a appelé le diag d'un seul SIA, parce que évidemment, un diagnostic, il faut qu'on travaille sur un seul système. Et là-dessus, on va être sur un module qui ne va concerner que votre entreprise. Autant sur les deux premiers, on était sur de l'inter-entreprise, donc on vous mélange, on fait des groupes. Autant pour faire un diagnostic, il est plus logique que ce soit un module qui vous concerne. Et donc là, l'idée, c'est vraiment que de vous donner la méthode pour apprendre à qualifier un SIA, bah, qui sera duplicable évidemment sur les autres, si toutefois vous en avez plusieurs, vous apprendre à évaluer tous enfin, leur nature des SIA et tout leur niveau de risque, et un petit peu aussi de voir votre maturité par rapport à l'IACT et d'établir un plan d'action sur votre conformité. Donc là, on est plus sur un public de DSI, de DPO ou de CTO. Euh, pour pouvoir rentrer directement par là, il y a évidemment hein, ce prérequis, je le répète, connaître vos SIA, et d'où le fait qu'on cherche plutôt des profils techniques pour ça, c'est parce qu'il faut aussi connaître les logiciels qui sont utilisés pour les développer. Ce plan d'action, cette prescription, elle va évidemment voilà, se faire si vous avez un système critique. On l'a découpé en 5 modules. Ces 5 modules, en fait, on a essayé de les penser de la façon la plus couvrante possible au regard de l'IACT. Donc, je vais rentrer vraiment très légèrement dans les objectifs de chacun, mais c'est pour vous expliquer qu'il va y avoir une préconisation qui sera faite, mais qu'il y a aussi, ils sont à votre disposition, ce qu'on a mis à la carte. Donc, on a évidemment, dans un premier temps, tout ce qui est stratégie et pilotage d'un projet IA, tout ce qui est gouvernance et qualité des données. L'objectif étant ben, de bien maîtriser son SIA, d'identifier les biais possibles et tout ce qui est conception et développement pardon, d'un SIA qu'on appelle juste et équitable. On va aussi aborder des notions de transparence technique avec évidemment, donc là, pour rentrer directement dans ces modules-là, il vous faut quand même quelques connaissances autour des sujets data. On a imaginé un autre module de conformité réglementaire et cyber, où là, c'est vraiment tout ce qui est cadre réglementaire, chaîne de responsabilité, Magali en a un petit peu parlé, et tout ce qui est évaluation des risques et maintien dans le temps. Donc, on a aussi pensé à ce sujet-là. Et puis, on va arriver sur les sujets d'outillage de sa transparence. Magali en a aussi pas mal parlé. Donc là, on va aller sur tout ce qui est documentation, création de registres. Et proposer, enfin vous donner, vous mettre à disposition des boîtes à outils pour piloter votre conformité à IACT, pardon. Donc là, sur cette partie outiller sa transparence, on a vraiment
il faut amener un cas pratique, justement pour que ça colle à vos use cases d'entreprise. Et on a aussi tout ce qui est éthique des données, éthique des SIA. Donc là, c'est ben, une initiation pardon, pratique de tout ce qui est éthique fondamentale, gouvernance éthique de vos projets SIA et intégration de tous les principes éthiques de la donnée et de vos algorithmes dans vos méthodologies au sens plus large. Donc, vous l'avez vu, on est sur vraiment un parcours assez global. Comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué de vous y repérer. En tout cas, on a essayé de prévoir plusieurs entrées. Et hop, on a aujourd'hui, je vous invite à faire un screen de ça, mais tout est disponible dans notre agenda. Mais on a positionné un certain nombre de dates pour tous ces modules, aussi pour que vous puissiez organiser ben, votre montée en compétence sur ces sujets-là tout au long de l'année. Alors évidemment, hein, on peut faire plein d'entrées possibles, on peut rajouter des dates, ça ne posera pas de problème. Mais l'objectif est de pouvoir vous accompagner tout au long de l'année pas dans un temps trop réduit, comme tout le monde l'a connu au moment du RGPD en 2018, c'est «Ah, je suis pas conforme, il faut vite que je m'y mette». Là, l'idée, c'est de l'anticiper pour pouvoir le déployer de la façon, on va dire, en douceur et opérationnelle. Et du coup, juste vous dire un petit mot aussi sur le FEDER, puisque ces parcours-là, ils s'inscrivent dans le cadre du FEDER, qui est un accompagnement européen financé par la région Occitanie. Aujourd'hui, nous, on a mobilisé des fonds FEDER dans un objectif assez large, qui était d'accélérer l'innovation et l'internationalisation des entreprises du numérique en Occitanie. C'est ce que chez nous, ben, vous le voyez, on a appelé le programme ADINO. Puisque l'origine de cette mise en œuvre, c'est, ben, on a bien conscience qu'on est dans un contexte assez complexe sur tous les points de vue au niveau national, international. Et le développement des entreprises du numérique s'appuie aujourd'hui sur des technologies qui gravitent bien souvent autour des sujets d'IA et de cyber, entre autres. Et donc, l'application de ces technos sur notre territoire étant soumise à différentes réglementations, aujourd'hui c'était le sujet de l'IACT, mais il y a aussi des sujets autour de la cyber comme NIS2, comme DORA, on a souhaité accompagner les entreprises à avoir ce qu'on a appelé un socle de compétences technologiques favorables à l'innovation, en particulier donc sur l'IA et sur la cyber. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a monté ces parcours et qu'ils peuvent exister. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Évidemment, on reste à votre disposition pour vous accompagner sur bah, trouver la bonne entrée pour vos entreprises. Continuer à discuter avec vous pour voir si vous êtes concernés, parce que voilà, là, c'était un premier niveau d'information, mais on continue à vous accompagner. Et puis, donc, à déployer cette mise en conformité dans vos entreprises. Est-ce que Magali, tu veux dire le mot de la fin? Il y a une question, alors je Ah, j'ai voudrais... pas Oui, oui, vu, oui, pardon. oui, il y a Il y en a des deux questions. même. Il y a deux Alors, j'ai questions. vu passer une question sur l'influence sur l'environnement. Alors oui, alors cette partie-là, d'ailleurs, je pense qu'elle va être encore plus détaillée dans les mois à venir. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que entre aujourd'hui et enfin le printemps qui a commencé la semaine dernière, il va y avoir aussi des directives, c'est-à-dire une sorte de guide, des codes de bonne pratique ou une guide de bonne pratique avec des axes justement déjà, des pré-axes méthodologiques présentés par la Commission européenne. Alors, cette histoire d'influence sur l'environnement, c'est surtout pour faire la différenciation entre les logiciels un petit peu traditionnels et ce qui sont considérés comme des logiciels qui agissent et qui ont donc donc c'est pour ça que je parlais de systèmes d'IA qui ne sont pas passifs mais qui réagissent avec l'environnement extérieur. Par exemple, on va parler de la robotique. S'il y a un système d'IA intégré à des objets connectés, robotisés, il y a une influence
avec l'extérieur, donc avec des objets, et ça fait partie justement de l'influence sur l'environnement et ces systèmes d'IA peuvent être évalués et rentrer, enfin en tout cas dans la définition. Ça peut être aussi, et ça c'est important, tout ce qui va être environnement virtuel. Donc il y a bien une conséquence sur le monde extérieur. C'est pas totalement passif. Et donc du coup, ça rentre dans la définition du système d'intelligence artificielle. J'ai pas vu la deuxième question. C'est de Non, remontrer la pyramide des risques. Ah, C'était Arnaud. Arnaud, il y avait des questions peut-être sur cette pyramide des risques? Peut-être pas. Non, non, c'est parfait. On a la réponse dans le chat. Euh, Magali, Mathilde, merci beaucoup pour tout ça. Je pense que ce qui est important aussi dans ce que vous avez dit, vous avez mm, beaucoup parlé d'anticiper, mm, d'être prêt. Il y a effectivement des SIA qui existent déjà, il va falloir les rendre conformes. Il y a aussi tous les SIA à concevoir. Et donc, l'idée, c'est mieux je me prépare, euh, moins effectivement, comme tu l'as dit, Magali, je perdrai de temps à refaire, à modifier des choses qui mhm, pourraient être très difficilement modifiables a posteriori. mm, C'est mm, aussi pour mm. ça que nous, on a vraiment voulu anticiper en mettant en place cet accompagnement. Et puis, il y a quand même un côté avantage concurrentiel d'y être prêt avant les autres, j'ai envie de dire. Parce que vos clients doivent se poser la question, en tout cas, ils doivent comprendre qu'ils sont concernés et que vous soyez aussi capable d'informer et d'accompagner vos clients à comprendre pourquoi vous avez mis en place cette réglementation parce que ça les protège, ça peut leur donner confiance. Ça aussi, c'est un avantage concurrentiel. Et puis, si je pousse un petit peu au-delà des frontières de l'Occitanie et qu'on regarde un petit peu plus du point de vue de l'Europe et ce qui se passe au-delà de l'Europe, je dirais qu'on est dans un contexte géopolitique où des perceptions différentes de l'IA vont coexister dans le monde. Et pour des entreprises qui auront décidé de rendre leur IA transparente, éthique, de confiance, robuste, etc., ça pourra peut-être donner confiance à davantage de clients que certaines IA très décomplexées. Voilà, ça, c'est mon point de vue, mon engagement personnel, mais je pense que ça peut être des pistes de réflexion aussi sur le volet business. Ah bah absolument, non. Aujourd'hui, très sincèrement, cette notion de confiance, elle est hyper importante d'un point de vue concurrentiel, évidemment, parce que ça signifie je mets à nu les valeurs de mon entreprise, mais jusque dans ma technologie. Et il est évident que je pense que pour nos entreprises de demain, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Plus de confiance, plus de transparence, plus de qualification entre tous ces automatismes intelligence artificielle on va mettre en place et la confiance auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients, auprès de ses fournisseurs, Puis, ce qui est important, alors, moi, je voudrais, le mot de la fin, c'est que vous compreniez bien, ça signifie que ce parcours, il va vous aider aussi à mieux qualifier vos fournisseurs, à mieux qualifier vos sous-traitants, à mieux qualifier, en fait, si vous n'êtes pas directement des artisans de l'intelligence artificielle, ben, quoi qu'il en soit, vous aurez besoin de ce niveau de connaissance. Et c'est vraiment ce qu'amène ce parcours à différents niveaux avec en effet une anticipation réglementaire. Et je terminerai surtout sur le fait que ça vous apporte une méthodologie. Et la méthodologie, ben, c'est ce qui fait gagner énormément de temps. Parce que quand on est face à un règlement qui est aussi dense que l'AIACT, ben, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et du coup, ben, c'est vrai qu'on procrastine. C'est ce qui s'est beaucoup passé pour le RGPD. On dit, ben, on remet ça à demain. Eh ben, l'idée là aussi, c'est de vous faciliter le travail et de vous apporter des méthodologies, un cadre, et vous l'avez vu en plus, adapté à votre profil pour vous aider dans le décryptage, mais surtout dans la mise en œuvre de l'AI-Act. Et ça, je pense que c'est vraiment ce parcours de Digital 113, c'est une énorme plus-value. Voilà. Eh bien, si c'était le mot de la fin, il est midi 3. Je vous propose, sauf s'il y a d'autres questions, qu'on s'arrête là. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Non, par contre, je viens de mettre des liens, un lien effectivement vers la note de conjoncture qu'on a présentée la semaine dernière et cette semaine
dans les digital apéros, je pense que c'est toujours intéressant de prendre un peu de hauteur sur tous ces sujets-là, sur un certain nombre de données macro et socio-économiques qui peuvent vous aider aussi à réfléchir un petit peu à vos enjeux, à vos stratégies, ce que vous pouvez mettre en place. Et forcément, l'IA a une part très importante, hein. Et la réglementation IA, NIS2, etc., sont très présentes dans cette réglementation. Et je vous ai mis également le lien vers le détail de nos formations, parce que Mathilde a présenté ça extrêmement bien. Et si vous avez besoin d'en savoir davantage, de retrouver les dates, etc., vous devriez retrouver ça sur notre site. Et on reste évidemment à votre disposition. Donc, merci à tous pour votre attention et puis à très vite autour de vos projets de montée en compétences sur les SIA ou d'autres sujets. Merci.